dizaine, une quinzaine par jour, ça dépend un petit peu de la façon de fumer du patient. Il existe 2 dosages, du 2 mg ou du 4 mg, en sachant que le 4 mg est quand même assez fort. Ça picote la nicotine, c'est poivré, donc, que ce soit les pastilles ou les gommes à mâcher. Voilà, moi je préviens le patient, je leur demande toujours, vous aimez manger épicé? Ah bah oui, j'aime bien, donc voilà. Bah, la gomme c'est pareil, c'est un petit peu poivré. Bon, il y en a qui n'aiment pas du tout. Si on avale trop la salive et qu'il y a trop de nicotine dans la salive, eh bien, elle va aller dans l'estomac. Ça peut donner le hoquet ou ça peut donner des maux d'estomac. Donc voilà, éviter de trop avaler la salive. Et on va éviter de manger juste avant ou juste après la gomme. Voilà. Les comprimés à sucer qui fonctionnent de la même façon que la gomme, c'est-à-dire que l'idée c'est d'avoir de la nicotine qui passe dans la salive et qui va passer dans la muqueuse pour passer dans le sang veineux pour arriver au cerveau. Là, on retrouve un peu plus de dosage, ça va du 1 mg à 4 mg, avec des parfums différents également, menthe, fruits, voilà. Et on va fonctionner de la même façon, c'est-à-dire que le comprimé, quand il commence vraiment à picoter un petit peu, on peut le placer contre la joue pour laisser diffuser la nicotine. Surtout, on ne le croque pas, parce que si on l'avale, ça va dans l'estomac et la nicotine n'est pas absorbée. Elle doit bien rester dans la bouche, la nicotine. Les petites tablettes sublinguales, donc ce sont de tout petits comprimés que l'on va placer sous la langue et qui vont diffuser. L'absorption, elle va être un petit peu plus rapide, mais ça picote pas mal, quoi. Donc pour les gens qui n'aiment pas trop cet aspect-là, c'est à éviter. Il y en a qui aiment beaucoup parce que justement, ils sentent vraiment que c'est assez fort, donc ils apprécient et ça leur coupe bien l'envie de fumer. Voilà. Si on en prend trop, on peut avoir une petite irritation dans la bouche, ça peut être désagréable. Et enfin, l'inhaleur, qui va, en fait, c'est une petite cartouche avec un tampon à l'intérieur imbibé de nicotine. On va le placer à l'intérieur de petits tubes en plastique. Et donc, il y a de l'aluminium sur le côté qui va se perforer quand on va refermer le petit embout en plastique. Et il faut aspirer, l'air se charge en nicotine et arrive dans la bouche. Il ne faut surtout pas inhaler. Alors, vous voyez, ça porte pas bien son nom, hein. La gomme, il ne faut pas trop la mâcher, l'inhaleur, il ne faut pas inhaler. Vous voyez, c'est important d'expliquer aux patients comment bien utiliser les substituts. Donc, il faut vraiment que la nicotine reste dans la bouche. Et les patients ont parfois du mal, ils vont aspirer comme avec une cigarette, ça va les chatouiller. Et voilà, et certains vont vous dire, moi, j'y arrive pas parce que ça me chatouille trop. Si ça chatouille, c'est que c'est mal utilisé. Donc, on garde la nicotine dans la bouche, on aspire comme ça et on peut souffler par le nez. On garde la bouche fermée pendant quelques instants après avoir aspiré. Et on peut aspirer comme ça pendant 5-10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure si on veut. On va prendre sa dose de nicotine et puis on va y revenir un petit peu plus tard. La cartouche, une fois qu'elle est perforée, elle est valable 12 heures. La nicotine est très volatile, donc sur l'inhaleur ou sur le patch, c'est pour ça que j'en reviens au patch. Si on le coupe et qu'on garde l'autre moitié pour le lendemain, la nicotine sera évaporée et le patch ne sera plus efficace. Donc, la cartouche est valable 12 heures une fois qu'elle est perforée et après, il faut changer la cartouche. Il y a des patients qui vont prendre plusieurs cartouches par jour. Alors, vous voyez, il y a 10 mg par cartouche. Il y a certains patients qui vont même utiliser toute la cartouche en une fois. Donc, ils vont aspirer énormément pour prendre une bonne dose de nicotine. L'inconvénient de l'inhaleur, c'est qu'il n'est pas remboursé, il n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. On le retrouve à l'hôpital, on peut en bénéficier quand on est hospitalisé. Les pharmacies hospitalières le délivrent, mais voilà. Sinon, il faut que le patient investisse et ça coûte assez cher. Chaque cartouche coûte assez cher. Le spray buccal, donc là aussi, on va mettre de la nicotine dans la bouche qui va être absorbée assez rapidement, encore plus rapidement qu'avec l'inhaleur ou le petit comprimé sublingual. On peut faire 1 ou 2 pulvérisations par prise, mais il faut pulvériser sous la langue ou contre la joue. Parfois, les patients pulvérisent dans la gorge, ça picote, ça les fait tousser et ils ne renouvellent pas, ils ne veulent plus l'utiliser parce qu'ils ont une mauvaise expérience. Donc, bien leur dire la façon de pulvériser,
c'est assez fort, ça picote bien. Et puis, élément non négligeable, il y a de l'alcool dedans. Donc, chez des patients qui vont être abstinents de l'alcool, il faut en tenir compte. Le seul qui est pris qui soit remboursé à l'heure actuelle, c'est Nicotine EG. Celui que vous avez sur la photo à droite. Celui de la marque Nicorette n'est pas remboursé. Il m'est arrivé de prescrire donc le spray Nicotine EG et le pharmacien a vendu le Nicorette spray au patient. Il n'a pas osé dire non. Voilà, ça coûte assez cher, donc il existe un spray qui est remboursé. Il faut bien le préciser au patient. Alors ça, c'est une diapo un petit peu pour résumer tous les substituts nicotiniques qui existent, avec les différents dosages. Donc ça peut être pas mal de l'avoir sous la main, voilà, pour rappel. Et puis vous avez les doses journalières en moyenne. Après, voilà, vraiment on adapte à la façon de fumer et aux besoins du patient. Ça, c'est un petit tableau récapitulatif qui peut également aider à la prescription. Donc, on retrouve le nombre de cigarettes fumées par jour et vous voyez, hein, comme quoi c'est important de faire attention combien de temps après le lever on fume la première cigarette. Et parce que ça donne vraiment une idée du besoin en nicotine du patient. Donc, plus on fume vite dès le réveil et plus on fume de cigarettes, plus vous aurez tendance à donner une quantité importante de nicotine. On pourra revenir dessus si vous le souhaitez après. Voilà, c'est juste un petit. Alors, comment on sait si on est bon? Eh ben, si le patient il vous dit ça va pas, je suis pas bien, j'ai pas le moral, j'ai trop envie de fumer, j'arrive pas à me concentrer, je suis énervé, bref, c'est trop dur, c'est que le dosage est insuffisant et il ne faut pas hésiter à augmenter le dosage de nicotine. Le patient qui vous dit bah, ça va, c'est plutôt bien, j'y pense à peine, j'ai pas trop envie de fumer, oui j'y pense parce que forcément il y a des envies de fumer, forcément il y a plein de moments dans la journée qui vont me rappeler qu'avant il y avait une cigarette, mais si c'est gérable, c'est qu'on est plutôt sur un bon dosage. Moi je me souviens de ce patient qui fumait 40 cigarettes par jour et qui a mis un patch et il s'est mis à fumer 20 cigarettes, comme ça. Il avait moins besoin, moins envie. Et puis il s'est dit, mais tout seul il a fait ça, hein, il s'est dit, puisque ça marche bien le patch, je vais mettre un deuxième patch. Et après, il n'était plus qu'à une cigarette par jour avec ces deux patchs. Et vraiment, il n'avait aucun manque physique. Vous voyez, les patients savent aussi adapter eux-mêmes les doses et ils savent dire si ça leur convient ou pas. Par contre, si on est trop dosé en nicotine, alors là, le patient, il va vous dire bah, j'ai des nausées, j'ai des maux de tête, j'ai mal au ventre, je me sens bizarre, j'ai un peu de tachycardie, enfin voilà. Donc moi, je leur explique toujours les signes qu'ils risquent d'avoir s'il y a trop de dosage de nicotine. Chez des patients chez qui on va réduire déjà la consommation de tabac, par exemple avec un patch, je leur dis si jamais vous avez des maux de tête, des nausées, c'est que vous fumez trop avec le patch. Donc, soit vous me le dites, on baisse le patch, vous n'arrivez pas encore à réduire assez le nombre de cigarettes, soit vous réduisez le nombre de cigarettes parce que vous avez assez de nicotine. Donc là aussi, on s'adapte un petit peu à comment ça se passe pour le patient. Qui peut prescrire des substituts nicotiniques? Eh bien, les médecins, bien sûr, mais depuis 2016, les sages-femmes, les médecins du travail, les chirurgiens dentistes, les infirmiers, les kinés, et puis on espère bientôt les diététiciennes et les pharmaciens. Comment on prescrit? Comment on peut rédiger une ordonnance de prescription? Donc, il faut mettre votre nom, votre prénom, votre qualification, votre profession et votre numéro d'identification. Donc, un numéro RPPS si vous en avez un, sinon votre numéro ADELI. Les infirmiers, on peut prescrire avec le numéro ADELI si on n'est pas encore inscrit à l'ordre. Ça fonctionne. Voilà. L'identifiant de la structure, si vous travaillez dans un établissement de santé ou si vous êtes en libéral, eh bien, votre numéro professionnel. Le nom, le prénom du patient et sa date de naissance, la date de la rédaction de l'ordonnance, bien sûr,
Et puis la dénomination du médicament, par exemple, patch de nicotine, 21 mg, dispositif transdermique à mettre une fois par jour, et puis pour 28 jours, voilà, la quantité que vous souhaitez, signer. Et puis on peut mettre la mention à renouveler si on ne voit pas le patient tout de suite. On peut renouveler une fois, deux fois. Voilà. Donc, dans l'idéal, c'est pas de passer 3 mois sans revoir le patient, mais voilà, on peut renouveler, ce qui fait que le patient garde l'ordonnance. Sur quel support? Eh bien, une simple feuille blanche peut suffire, c'est légal. Si vous avez un papier en tête, voilà, c'est pas mal aussi. Si possible, en double exemplaire, voilà, pour la pharmacie, c'est plus facile. Mais moi, je prescris que sur des feuilles à en-tête de l'établissement dans lequel je travaille. Et je ne fais pas de double, donc voilà, et ça passe très très bien. Alors là, je vous ai mis la liste de le petit lien qu'on a sur les diapos d'avant. Donc, c'est la liste des substituts, je ne sais pas si vous voyez bien, moi c'est un peu petit, tous les substituts nicotiniques qui sont remboursés par l'assurance maladie, parce qu'ils ne le sont pas tous. Et donc, ça vous permet de choisir avec le patient déjà les marques. On va passer, vous dire, les goûts, par exemple, gomme. Alors, Nicorette, là, j'ai 4 mg sans sucre. Voilà, on a menthe fraîche, on a sans parfum, on a menthe glaciale. Donc, ça permet aussi de dire au patient, bah, voilà ce qu'il y a, qu'est-ce que vous souhaitez. Le pharmacien n'a pas toutes les formes galéniques en pharmacie. Certains patients sont attachés à certaines marques et certains arômes parce que ça leur plaît plus. Donc, il faut en tenir compte. Et si le patient veut absolument, par exemple, menthe glaciale, eh ben, soit il demande au pharmacien de lui commander, soit il va dans une autre pharmacie. Voilà, donc je passe la suivante où on retrouve les comprimés à sucer. Alors, il y a une toute petite coquille, bien qu'il les mise à jour, c'est que les Nicorette microtables, donc c'est-à-dire les tout petits comprimés qu'on va mettre sous la langue, au citron, ne sont plus disponibles, ne sont plus remboursés, je crois qu'ils n'existent même plus. Voilà, oui, il y a menthe, il y a réglisse aussi, enfin voilà, on peut vraiment choisir. Et tout en bas, là, sur la diapo, vous voyez le nicotine G, le spray, euh, qui est remboursé. Ce qui est intéressant également sur ces petites fiches, alors moi je les ai toujours avec moi, c'est qu'on a l'âge. Vous voyez, on a l'âge minimum pour lequel on peut prescrire le substitut. Si vous êtes amené à prescrire à des mineurs, c'est quand même intéressant. Voilà, pour rester dans la légalité. Voilà. Alors ça, c'est une ordonnance type. On en trouve plein sur Internet, hein, on peut trouver facilement. Donc, il me manque une partie. Non, il y a le numéro. Voilà. Moi, je n'utilise pas ça, je prends juste un papier libre, mais ça peut aider à prescrire au départ. Comme ça, vous avez tout ce qui existe dans les différents dosages et vous avez juste à noter la posologie journalière et la durée du traitement. Mettre votre tampon aussi, voilà, le nom du patient. Donc ça, on peut en imprimer facilement sur Internet. Voilà. Quand est-ce qu'on peut réduire le traitement? Alors, on réduit le traitement déjà quand on a un arrêt total du tabac. C'est-à-dire qu'un patient qui va encore fumer quelques cigarettes, même si c'est dans la semaine, même si dans l'idéal, il ne faut pas toucher au traitement. On va vraiment baisser quand le patient ne fume plus du tout et quand il a vraiment pas beaucoup d'envie et qu'elles sont tout à fait gérables. On peut commencer à diminuer soit les substituts oraux, soit les patchs. Ça encore, c'est adapté à chaque situation. La durée du traitement, j'y ai déjà un petit peu répondu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à faire durer un traitement si on voit que c'est compliqué, s'il y a des craintes, si le patient n'est pas sûr de lui. Donc ça peut durer 3 mois. De toute façon, les patients qui ont envie d'arrêter, ils arrêteront d'eux-mêmes avant. Ils vont vous dire, oh ben non, j'ai déjà baissé, ou alors, ah non, j'ai ôté le patch, je ne le mets plus, ça fait une semaine, enfin voilà. Mais il ne faut pas hésiter à ce que ça dure plus longtemps. On voit parfois des prescriptions, c'est 1 mois, patch 21, le patch mois d'après, c'est du 14 et le mois d'après du 7. C'est extrêmement rapide.
Et encore une fois, c'est adapté aux patients. Est-ce qu'on peut combiner les différentes formes de substituts nicotiniques? Eh bien, oui, on doit même les combiner. Ça fonctionne même beaucoup mieux quand on les combine, en tout cas dans le cadre d'un arrêt total du tabac. Chez un patient chez qui on travaille la réduction, on peut commencer par des patchs ou par exemple par des pastilles, et puis ensuite rajouter encore un autre substitut, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait un arrêt total du tabac. Donc on peut combiner, il y a des patients qui sont sous patch, qui vapotent en même temps, qui prennent des pastilles et puis l'inhaleur le soir devant la télé. On s'en fiche, du moment qu'ils ont leur dose de nicotine et qu'ils ne fument plus. C'est vraiment ça le plus important, qu'il n'y ait plus de fumée dans les poumons. Est-ce qu'il y a des contre-indications, au traitement par substitut nicotinique? Eh bien non. De toute façon, le patient fumeur, enfin la seule contre-indication, c'est un patient qui ne fume pas. Mais, un patient fumeur, il va de toute façon prendre de la nicotine, avec sa cigarette. Donc, il aura forcément moins de risques à la prendre, sa nicotine, par des substituts nicotiniques. Donc il n'y a pas de contre-indication, voilà, à prendre des substituts nicotiniques. Voilà, j'ai fait condenser. Euh, je ne sais pas si vous avez des questions, si vous souhaitez échanger. Voilà, n'hésitez pas. Merci Isabelle, c'était très clair. J'ai une question, je voudrais savoir quel est le plus utilisé des substituts nicotiniques? Alors, le plus utilisé, alors j'ai pas les chiffres de ce qui est le plus vendu. C'est vraiment, en tout cas, moi, dans ma pratique, ça dépend vraiment du patient. Des patients sur qui on va travailler une petite réduction. Moi, je vais peut-être partir sur un patch de fond, en tout cas chez les gros fumeurs, pour leur donner un minimum de nicotine, qu'ils puissent commencer à espacer un petit peu les cigarettes, ou le nombre de bouffées sur chaque cigarette. Ça dépend vraiment de la personne. J'ai pas de Il y a pas une façon de faire plus qu'une autre. Donc, il y a des patients qui veulent pas mettre un patch tout de suite, qui préfèrent déjà substituer avec des pastilles. Je pense que je prescris quand même plus de patchs dans ma pratique, en tout cas. D'accord, merci. Je vois qu'il y a des questions, des participants qui lèvent la main. Bruno Bourg et Suzy. Sinon, moi, j'avais une question pour des patients Écrivez votre qui question. fument 40 à 50 cigarettes par jour, vraiment des gros fumeurs. Peut-on mettre plusieurs patchs et jusqu'à quelle dose? Alors, jusqu'à quelle dose? C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. On ne sait pas la quantité de nicotine que prend le patient en fumant. Mais chez les gros fumeurs, souvent, on va cumuler plusieurs patchs. Le maximum, moi, que j'ai prescrit, c'est 4 patchs par jour. C'est arrivé une fois, mais on peut cumuler 2, 3 patchs, plus d'efforts moraux. En fait, ce qui est intéressant de faire, mais ça c'est un petit peu plus quand on a l'habitude, c'est de monter l'apport en nicotine jusqu'à ce que le patient il ait un petit peu des signes en disant là ça commence à être beaucoup, j'ai beaucoup de nicotine, je le sens, j'ai des maux de tête ou quelques nausées. Hop, on redescend un tout petit peu le dosage global de nicotine entre les patchs et les pastilles et on va être plutôt bien dosé. Donc vraiment c'est le patient qui va vous dire là j'en ai trop, quoi. Donc il ne faut pas hésiter à aller vraiment jusqu'à ce que le patient soit vraiment saturé en nicotine, surtout chez des gros fumeurs comme ça. Si vous êtes hésitante et que vous mettez un petit patch et 3-4 pastilles par jour, il n'arrivera pas à arrêter, voire même la réduction, il va vous réduire de 3-4 cigarettes. Il faut vraiment charger en nicotine. Mais on peut se permettre d'augmenter les doses au fur et à mesure. Si on n'est pas tout à fait à l'aise, c'est-à-dire on met déjà un patch ou deux, on voit ce qu'il en est, on évalue assez rapidement, on voit si le patient arrive à réduire sa consommation, et puis on peut augmenter un troisième, on voit, et ainsi de suite. D'accord. Parce qu'en fait, j'hésitais. Moi, je sais que je mets facilement 2 patchs. Oui. Et je me demandais s'il y avait vraiment une dose à ne pas dépasser, quoi. Non, avec les patchs, il n'y a pas de dose. Il n'y a pas de dose létale. Personne n'est mort de mettre trop de patchs. Il n'y a pas de dose létale en fait. Comme ça, de l'apport en substitut, vous risquez rien.
Simplement, c'est de trouver le moment où le patient va être un peu, voilà, il va sentir que c'est de trop. Mais effectivement, il y a des patients qui ont besoin d'au moins 3 patchs, 3 ou 4 patchs, plus des substituts oraux. Merci. Je vous en prie. Ouais. Une question dans la conversation, comment doser quand association avec certains traitements neuroleptiques? Alors, ça, c'est vraiment une vigilance à avoir, c'est-à-dire que soit la fumée du tabac, soit la nicotine peut avoir une action sur ce qu'on appelle la pharmacocinétique ou la pharmacodynamie. Et donc, il y a certains médicaments, et notamment l'olanzapine et d'autres traitements qui vont être plus dosés parce que le métabolisme va être modifié. Et donc, quand le patient arrête de fumer, donc arrête la fumée du tabac, pas la nicotine, la fumée, il va falloir parfois baisser le traitement parce que le patient peut se retrouver en surdosage. Donc, quand vous avez des patients, en tout cas moi dans ma pratique infirmière, j'informe toujours le médecin référent de la structure ou si c'est un médecin généraliste ou voilà, qu'on va travailler sur la réduction du tabac avec le patient de façon à ce que le médecin puisse adapter les doses de certains traitements. Il y a des traitements pour le diabète aussi qu'il faut surveiller, certains antidépresseurs, voilà. Donc ça, c'est une vigilance à avoir et en collaboration avec le médecin. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Ah, super. Donc, est-ce qu'on peut avoir une liste des traitements qui sont à surveiller parce que comme ça, là, je ne les connais pas. Oui, je pourrais faire parvenir effectivement, je pense qu'on pourra relayer, on les retrouve, hein, sur le site de l'assurance maladie, voilà, on peut les retrouver facilement sur internet, mais je peux vous faire parvenir, et j'ai des diapos là-dessus, quelques slides sur les traitements pour lesquels il faut être vigilant. Merci. Bon, bah, ça y est, vous allez tous vous lancer alors, si ce n'est déjà fait. Une autre question, pardon, je croyais que mon micro était ouvert. Pour un patient qui a réussi à arrêter la cigarette, on arrête les substituts nicotiniques quand? De suite, au bout d'un mois? Alors, à partir du moment où il a arrêté de fumer, on va attendre que vraiment le patient soit confortable dans son arrêt, moi, je dirais même quelques semaines. Et puis, si vraiment les envies, de toute façon, les patients, d'eux-mêmes, par exemple, les gommes ou les pastilles, ils vont les réduire. C'est-à-dire que s'ils ont beaucoup moins envie de fumer, s'ils prenaient 10 pastilles par jour, ils vont passer à 5 parce qu'ils n'en auront pas besoin. Bon, il y en a qui aiment bien quand même continuer parce que ça devient un peu une habitude, voilà. Mais au bout de quelques semaines, au moins 4 semaines d'arrêt total du tabac et où les envies commencent vraiment à être moindres, on peut se permettre de rediscuter avec le patient, voir s'il veut continuer comme ça ou baisser un petit peu. Il n'y a vraiment pas d'urgence. Voilà. C'est vraiment adapté avec le patient. Et puis les patchs, ouais, au moins 6 semaines après l'arrêt du tabac. 4 à 6 semaines, c'est pas mal. Et on peut proposer au patient, en fonction de ce qu'il en pense, s'il ne se sent pas sûr, on peut continuer encore 1 mois, 2 mois, 3 mois. Parfois, on est 3 mois au dosage maximum. Et on va baisser après 3 mois d'arrêt. Il faut que le patient il se sente en sécurité dans la baisse du traitement. Francine Gâteau, vous avez une question? Oui, j'aurais aimé savoir s'il s'agit d'un travail en équipe pluriprofessionnelle ou si vous prescrivez toute seule, si vous rencontrez les patients seuls. Voilà. Un peu des deux. Un peu des deux. Alors moi, je travaille sous la responsabilité du médecin de la maison des addictions, bien sûr. Mais je suis amenée à aller dans tas d'endroits, donc je prescris sans supervision, en tout cas médicale. On est habilité à prescrire sans demander l'avis d'un médecin, ça c'est sûr. Maintenant, j'ai une chance énorme, c'est de travailler au XAPA, c'est-à-dire que j'ai à disposition une diététicienne, j'ai les médecins, psychologues, donc vraiment on travaille, parce que parfois, même pour le tabac, il y a besoin d'une équipe pluridisciplinaire comme ça. Donc je peux m'appuyer sur mes collègues, je le fais volontiers quand on en a besoin. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Tout à fait, merci. Il y a beaucoup de questions dans la conversation. Allez-y.
J'avais une question par rapport au test CO que vous avez parlé tout à l'heure. Est-ce que ça peut refléter le taux de nicotine ou alors effectivement c'est par rapport à la façon d'inhaler, ça peut être sous ou surdosé, parce qu'on dit à peu près quand on fume, je dis n'importe quoi, 20 cigarettes, le taux il peut être entre 18, 22, 25. Ou pas. C'est vrai que, alors c'est corrélé à la façon d'inhaler. Et la façon d'inhaler est quand même en lien avec l'apport en nicotine. Mais vous voyez, par exemple, alors c'est vraiment très anecdotique, mais c'est pour vous donner un exemple. J'ai vu un patient une fois qui s'est présenté ici en disant je fume 100 cigarettes par jour. Bon, je me suis dit c'est beaucoup, il faut le temps déjà de les fumer, bon bref. Et quand je l'ai fait souffler dans l'analyseur de monoxyde de carbone, il était dans la catégorie non-fumeur. Donc en fait, c'est quelqu'un qui fumait énormément, mais toujours à l'extérieur, et qui crapotait, qui n'inhalait pas. Et donc en fait, vous voyez, comme quoi ça permet quand même d'évaluer la façon d'inhaler du patient. C'est pour ça que je vous le disais tout à l'heure, il faut quand même poser la question, est-ce que vous inhalez? Est-ce que vous aspirez dans les poumons? Parce que des fois, inhaler, ils comprennent. Voilà. Ou est-ce que vous avalez la fumée? Parfois, il y en a qui vous le disent comme ça. Et ceux qui crapotent, il va falloir faire attention parce que parfois, ils n'ont pas besoin d'un apport en nicotine élevé. Mais bon, voilà, ça, on ne sait pas trop au départ quand il faut vraiment poser les questions précises aux patients. Du coup, par rapport au substitut, si on a un test CO qui n'est pas forcément, par exemple, quelqu'un qui fume 30 cigarettes, on a un test CO à 9, ouais. Peut-être que le substitut nicotinique, il n'est pas forcément trop important au démarrage. Alors ça, c'est des situations que j'aime pas parce qu'il fume beaucoup, mais en même temps, il n'inhale pas beaucoup. Alors, donc du coup, c'est un petit peu plus délicat pour trouver le bon dosage. Donc souvent, je vais démarrer un petit peu plus bas que ce que j'imaginais en dosage, toujours en lui disant si vous... Je lui explique pourquoi et en disant peut-être vous ne prenez pas tant de nicotine, donc si vous avez des signes, surtout, vous me le dites. En général, il faut réévaluer à 24-48 heures quand le patient démarre le traitement. Ça, c'est l'idéal si on peut, de façon à voir un peu comment il supporte les substituts nicotiniques. Mais c'est vrai que oui, quand il y a une disparité comme ça, c'est un peu, on peut se poser la question de l'inhalation. Après, il faut voir si le patient, quand il souffle, s'il a fumé, parce que si on le fait fumer juste après, juste quand il vient d'arriver dans le bureau et qu'il vient de fumer, voilà, ou si ça fait 2 heures qu'il n'a pas fumé. Certains vont réussir à espacer les cigarettes, mais quand ils fument, ils aspirent beaucoup. Donc bon, voilà. En sachant que le monoxyde de carbone s'élimine quand même, c'est l'intoxication sur les dernières heures, quoi. Hein, donc, plus la dernière cigarette est loin, moins le taux va être fumé. Ce qui est parfois intéressant, c'est de faire plusieurs fois le test à des moments différents quand on reçoit le patient. Une fois le matin, une fois l'après-midi, comme ça on voit l'intoxication sur la journée et après on peut mieux démarrer le traitement. Mais ça reflète quand même assez souvent, selon vous, quand même, le test CO avec le nom au niveau substitut nicotinique, quand c'est bien, les gens fument normalement, je veux dire, voilà, s'ils inhalent correctement, s'ils crapotent pas, quoi, en fait. Oui, mais vous voyez, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Oui. Hein, donc la distance de la dernière cigarette, ainsi de suite. Donc, il y a des patients qu'on fait souffler, ils vont par exemple être à 9, comme vous le disiez, et puis la fois d'après, ils vont être à 15. Hein, donc, on peut se poser la question quand même. Il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais en général, ça reflète assez bien la façon de fumer et le besoin en nicotine. D'accord, merci. Mais ça fait partie des éléments en plus du Fagerstrom, en plus de toutes les questions que vous allez poser aux patients qui vont vous donner des éléments qui vont vous permettre au fur et à mesure vraiment de dire bon allez, on part plutôt sur ce traitement-là ou sur ce dosage-là. D'accord. Merci. Est-ce qu'il peut y avoir une dépendance au TSN? Alors, au patch, non. En tout cas, moi, je n'en ai jamais vu. Et puis, comme c'est un dosage constant, voilà, il n'y a pas de chute nicotinique. Certaines personnes ont du mal parfois d'arrêter les substituts oraux, les pastilles, les petits comprimés sublinguaux, le spray. Ça, j'ai déjà vu des gens qui disaient je prends toujours le spray, ça fait 2 ans que je ne fume plus, j'ai du mal à l'arrêter parce que le spray agit assez rapidement. Mais c'est quand même assez rare. Parfois, c'est associé surtout à une dépendance un peu comportementale, un peu quelque chose d'un peu automatique. Ça peut même être de l'ordre du TOC parfois. Voilà, donc, mais il peut y avoir quelques personnes qui ont un petit peu de mal après à s'en passer.
Bon, quand c'est des pastilles, parfois, on peut substituer par autre chose. Moi, j'avais un patient, alors c'était un patient psychotique, mais il avait arrêté avec l'inhaleur à l'époque, plus des pâtes, enfin, voilà. Et à la fin, il avait tout le temps l'inhaleur, et puis il avait du mal de s'en passer, même s'il n'y avait plus de cartouches dedans. Et puis après, il a pris des sucettes, après c'était un petit bâton de bois, enfin voilà. Il a eu vraiment du mal à se passer plus du comportement, du geste. On travaille d'autres choses dans ces cas-là. Bon, il n'y a pas de danger à garder des pastilles très longtemps, plusieurs années, ou des gommes. Il n'y a pas de danger à utiliser longtemps de la nicotine, donc c'est pas non plus, faut pas se focaliser là-dessus. Mais c'est vrai que certains patients, au bout d'un moment, en ont un petit peu marre, et voilà. Donc on travaille plus un peu au niveau comportemental, et puis en général, il n'y a plus besoin de nicotine quand ils prennent encore des pastilles comme ça. En plus, avec les pastilles, on a des dosages qui vont jusqu'à 1, donc on peut même baisser les dosages au fur et à mesure, et après, voilà, il n'y a plus vraiment d'effet. Ils n'en attendent plus un effet particulier. Puisque vous parlez de l'inhaleur, il y a Marion Bertin qui pose la question de comment est-ce qu'on prescrit l'inhaleur. Alors l'inhaleur, on va prescrire donc un nombre de cartouches par jour en fait. Donc il y a 10 mg de nicotine dans une cartouche. Encore une fois, on ne sait pas la quantité que le patient va utiliser. L'inhaleur, c'est pas mal pour les gens qui crapotent aussi, qui n'inhalent pas trop, parce que ça fonctionne de la même façon. On va mettre la nicotine dans la bouche. Voilà, après, ça dépend du nombre de cigarettes. Quelqu'un qui va fumer 10 cigarettes, on peut imaginer 2-3 cartouches par jour. Quelqu'un qui va fumer 20 cigarettes, 30 cigarettes, bon, déjà on va le patcher à minima. Et puis le patient va sentir en fait. Ça sent pas grand-chose l'inhaleur, mais quand il n'y a plus rien dessus, le patient il le sent. Il y a un petit goût quand même. Si vous avez l'occasion une fois de perforer, de sentir, on sent un petit goût âcre comme ça. Et le patient il va vous dire ah non, je sens bien, au bout de 2 heures, il n'y a plus rien. Donc dans ce cas-là, il va falloir augmenter le nombre de cartouches par jour. Donc voilà, on peut aller à 5-10 cartouches par jour. Encore une fois, c'est pas remboursé, donc si le patient achète, voilà, il va vite vous dire ça coûte très cher. Quand c'est à l'hôpital, on peut volontiers aller jusqu'à 10. Moi, je prescris en prison parce que là-bas, on a une pharmacie hospitalière. Et voilà, ça peut aller jusqu'à 7-8 cartouches par jour. On a des gros fumeurs en prison. Justement, ça m'intéresse. Pardon. Allez-y. Ça m'intéresse parce que justement, je suis nouvellement arrivée au XAPA depuis le 1er août et en fait, je vais intervenir en prison. Et en fait, en prison, donc du coup, les inhaleurs sont remboursés puisque c'est la pharmacie de l'hôpital, c'est bien ça? Alors, là où je travaille, oui. En général, dans les UXA, c'est rattaché à un centre hospitalier. En tout cas, sur Nancy, c'est comme ça. Et donc, du coup, il se peut que la pharmacie achète des inhaleurs, parce qu'en général, à l'hôpital, ils aiment bien donner des inhaleurs pour les patients hospitalisés. Donc, moi, j'en ai en prison. On n'en a plus maintenant parce que le Champix n'est plus sur le marché actuellement, mais on avait même du Champix aussi remboursé. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'en prison, on est confronté à des gros fumeurs qui se retrouvent souvent en manque quand ils n'ont pas d'argent pour acheter, parce qu'ils ne travaillent pas encore, ils viennent d'arriver, ou ils avaient des substituts, ils étaient en maison d'arrêt, ils arrivent au centre de détention, ils n'ont plus de... Voilà, donc moi je trouve que c'est une occasion fantastique pour les substituer et leur montrer que ça peut fonctionner. Mais voilà, c'est des gros fumeurs. Certains commencent le tabac en prison ou reprennent aussi le cannabis. Et quand on fait un sevrage au cannabis, moi je substitue toujours parce qu'il y a une compensation de cigarettes. Et souvent ils sont en manque de nicotine et ils le ressentent plus que le manque de cannabis. Enfin voilà, c'est la petite parenthèse, mais c'est des gros fumeurs en fait. C'est intéressant. C'est vraiment des beaux challenges. Alors souvent ils vous disent ah oui mais en prison c'est trop dur d'arrêter. Moi je trouve que c'est le meilleur moment. Bon alors il faut créer le lien avec le patient tout ça, mais c'est vraiment un moment où ils peuvent se recentrer aussi sur eux et voilà et faire réfléchir un petit peu à d'autres choses. Parfois ils reprennent le sport parce qu'il y a la salle de sport et ainsi de suite. En maison d'arrêt c'est très compliqué parce qu'ils sont 10-12 par cellule et si les 3/4 fument, bah forcément il y a beaucoup plus de fumeurs en plus dans la population carcérale. Donc, mais alors moi je suis sur un centre de détention, donc ils sont ou tout seuls ou à 2 par cellule, donc on arrive vraiment à travailler et à avoir des arrêts.
En plus, au centre de détention dans lequel je travaille, c'est des populations plutôt vieillissantes qui ont des BPCO, qui ont fait des infarctus, qui ont des artériopathies graves. Donc, il y a vraiment un enjeu important à arrêter de fumer. Je serais peut-être amenée à vous recontacter si ça ne vous dérange pas. Ah bah Pour volontiers. avoir votre expérience. Est-ce que vous travaillez au XAPA où? À Verdun. À Verdun, d'accord. Bon, moi au XAPA de Nancy, voilà. N'hésitez pas. Ça serait Merci. sympa même qu'on se rencontre entre intervenants en prison. J'en profite, hein, mais voilà, Oui, non, mais ce serait bien. c'est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, du coup, j'en ai une. Est-ce qu'on a une idée de la proportion de personnes qui reprennent la cigarette après les substituts nicotiniques? Alors, oui, il y a toujours des gens qui peuvent rechuter, évidemment. On sait que plus on essaye, plus on y arrive. Alors, ça peut être décourageant parfois pour certaines personnes, mais en fait, il faut parfois faire plusieurs arrêts pour arriver à un arrêt total. Les gens ont essayé 1 mois, 1 an, ils ont fumé, enfin voilà. C'est vraiment un processus qui peut être lent et l'addiction fait partie de ce qu'on va appeler les maladies chroniques. Donc, on n'est pas à l'abri d'une rechute. On ne peut pas tenir de statistiques sur le nombre, en tout cas à 1 an, vous l'avez vu, les substituts nicotiniques doublent, voire un peu plus, les chances de réussite. On sait que ça fonctionne mieux quand on a un substitut ou quand on a un traitement par Champix, par exemple. Mais on ne peut pas dire sur 1 an, 10 ans, 20 ans, il faudrait qu'on suive des populations sur toute leur vie pour dire lui, il n'a jamais rechuté, lui, il a rechuté. Donc, c'est un petit peu compliqué. On sait que toute expérience vécue de sevrage peut redonner envie. Voilà, c'est pour ça qu'il y a le mois sans tabac aussi. On sait que quand quelqu'un a arrêté déjà 1 mois, il a plus de chances de réussite. Voilà. Mais on n'est pas à l'abri de rechuter et parfois, même souvent, on ne va pas rechuter quand ça ne va pas, sauf si on vient d'arrêter il y a 1 semaine ou 1 mois. La plupart des rechutes se font dans un contexte plutôt agréable, à une soirée avec des amis, quelques verres d'alcool, tout le monde fume, allez, je vais en griller une aussi juste ce soir. Enfin voilà, souvent la rechute, elle se fait dans un contexte plutôt comme ça de convivialité. Voilà, c'est ces situations-là qu'il faut travailler avec le patient. Une fois que le patient a réussi à arrêter, eh ben, on fait ce qu'on appelle la prévention de la rechute et on va travailler les situations à risque, les imaginer le plus possible pour renforcer un petit peu les compétences du patient. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Tout à fait. Merci. Madame Bush qui demande si on aura le PPT. Donc je pense que oui, si vous m'autorisez à le transmettre à... Oui, on pourra le transmettre, effectivement. Oui. Et les coordonnées de Madame Ballot, que je pourrais également transmettre si vous le souhaitez. Je regarde si j'ai pas mis trop de photos que j'avais pas le droit de prendre. Des fois, je prends des photos sur Internet. Effectivement, ouais, non, parce que je mets plusieurs marques, donc c'est bon, ça j'ai le droit. Oui, ou sur les photos des substituts, quoi, mais voilà. Sur les prescriptions, vous avez des questions sur comment vous allez oser vous lancer? Qu'est-ce qui vous empêche de faire votre première ordonnance? En fait, moi, c'est plus, donc je débute dans la prescription et j'ai peut-être trop tendance dans mes premières, là, j'en suis peut-être à 5-6 prescriptions, à sous-doser peut-être. C'est normal, ça. Au départ, c'est un petit peu difficile d'oser mettre plus. Je vais reprendre l'exemple de la prison. Quand on s'est assuré que le patient a une bonne compréhension de tout ce qu'on lui a expliqué, moi, des fois, je fais plusieurs prescriptions. C'est-à-dire que je vais prescrire du 21, du 14 et du 7, parce que je les vois pas toutes les semaines en détention. Je ne peux pas, des fois, je les vois tous les 2 mois. Et je lui propose de commencer déjà un dosage et d'augmenter progressivement s'il n'y a pas de signe de manque.
Ou par exemple, il commence à du 21 et puis il peut rajouter un 14 et si c'est un peu trop fort, il rajoute seulement un 7. Vous voyez, donc le patient aussi va vous dire, c'est lui qui vous dit si ça lui convient ou pas. Et dans la mesure du possible, si vous pouvez repasser un petit coup de fil pour ajuster. Parfois, je fais 2 ordonnances et puis je repasse un petit coup de fil à 24-48 heures au patient et il me dit, ah bah non, c'est pas assez. Bah, je dis, bon, bah, ok, prenez la 2e ordonnance, retournez à la pharmacie et ainsi de suite. Donc, c'est vrai que des fois, c'est un peu… Comment? Normalement, je dois intervenir tous les 15 jours dans chaque… J'ai 2 prisons et je dois intervenir tous les 15 jours dans chaque prison. Moi, j'y vais toutes les semaines, mais je ne peux pas les voir toutes les semaines. Ça dépend combien de temps vous passez, c'est ça. Bon, alors en général, je les recase entre 2 rendez-vous, hop, on réévalue, on regarde, hop, hop, pas de demande, machin, ou pas assez bougé, hop, voilà, puis je remodifie ma prescription, mais voilà, c'est vraiment avec le patient qu'on va doser tout ça. On peut partir sur une base, même si elle est un petit peu inférieure, c'est pas grave, mais il ne faut pas hésiter à augmenter par la suite. D'accord. D'autres questions? On a fait le tour? Eh bien, si c'est bon pour tout le monde, je vous remercie, Isabelle, c'était très intéressant. Dans tous les cas, merci, très parce clair. que Quelqu'un oui, est en train je disais, Allez-y. ça conforte dans ce qu'on fait, en tout cas. Moi, j'avais un problème par rapport à l'augmentation des patchs. J'avais peur. Et voilà, ça me conforte. Oui, non, il ne faut pas hésiter. Si votre patient il fume encore, c'est qu'il prend encore la nicotine en plus du premier patch, par exemple, et donc du coup, s'il n'a pas de signe de surdosage, on peut passer. Alors, il y a des patients qui continuent à fumer. Il faut faire attention avec des patients psychotiques, par exemple, ou qui vont fumer tout autant quand vous allez prescrire plusieurs patchs. Donc, dans ce cas-là, il faut adapter parce que vraiment, c'est très, très comportemental comme ça. Mais les patients vont vous le dire hein, s'ils sont trop dosés. Moi, je me souviens d'une dame qui avait doublé son patch. Elle avait du 21, elle en a mis 2, elle a vomi. Elle a dit, bon, bah, j'ai compris que j'étais trop dosée. Voilà, elle l'a arrêté d'elle-même, quoi. Mais ça n'ira pas au-delà de ce genre de signes, hein, donc on ne risque pas grand-chose. Ben là, j'ai beaucoup une population d'AVC, mais on a des traumatisés crâniens et là, c'est le plus compliqué parce qu'ils vont même refumer les mégots dans les cendriers. On a du mal là à gérer toute cette population de traumatisés crâniens. Oui, c'est vrai que c'est compliqué. On en a reçu quelques-uns de la LAG, là, effectivement, à accompagner. C'est vraiment, oui, il faut vraiment évaluer souvent, il faut vraiment expliquer, il faut vraiment travailler le besoin en nicotine, l'apport en nicotine. C'est vrai que c'est des situations assez complexes, effectivement. Ouais. Ben, c'est complexe parce que souvent, ils ne sont pas en mesure de comprendre et de retenir ce qu'on leur dit. Et le tout, c'est de savoir est-ce qu'on les patche malgré eux parce qu'ils vont aller taxer Pierre-Paul Jacques. Enfin, j'ai une demande des médecins d'un côté et des services qui disent bon, bah, il va fumer les mégots, il faut faire quelque chose, il va taxer tout le monde, il enquiquine tout le monde. La famille ne veut pas qu'il fume, mais en même temps, le patient veut fumer. C'est quand même un peu compliqué, quoi. C'est quand même le patient qui choisit, normalement, s'il souhaite arrêter ou pas. Ouais. Je suis d'accord. Ouais. Il s'agit d'un patient qui fumait du cannabis également. Oh, souvent, dans les traumatisés crâniens, on a les deux. Hein. Il y a beaucoup de co-addiction. Hein. Où il y a alcool, tabac, où il y a alcool, cocaïne, cannabis. Donc, c'est un peu compliqué. Enfin, dès qu'il y a des drogues un peu comme le cannabis et tout ça, j'oriente plus vers la maison de l'addiction. Et j'ai pas le temps de prendre tout en charge, je prends vraiment que le tabac. Et ça prend. Autant le cannabis, on peut encore gérer, mais au-delà, je me sens pas en capacité, quoi. Non, effectivement, et donc c'est souvent des gros fumeurs qui ont besoin de beaucoup de nicotine. Donc voilà, après c'est compliqué parce qu'ils ont aussi un budget maximum, parfois ils n'ont pas assez de cigarettes pour finir la semaine, donc du coup les équipes décident de lui en donner du temps par jour, voilà, alors que lui il n'est peut-être pas dans une démarche d'arrêt du tabac. Donc ça c'est vraiment à discuter avec le patient. Et en tout cas, s'il en est d'accord,
pour l'aider, pour pas qu'il soit trop en manque, ou s'il souhaite réduire un petit peu, pourquoi pas proposer le patch et toujours s'assurer d'un bénéfice. Mais oui, il faut faire avec le souhait du patient. Merci. Madame Ballot, pourriez-vous préciser de la manière dont vous parlez du testeur de monoxyde de carbone? Alors, c'est-à-dire comment ça fonctionne? Non, comment vous le parlez avec les patients Comment que je vous le- rencontrez la première fois, oui. Alors, je leur explique que je vais mesurer donc le monoxyde de carbone expiré, que c'est un gaz qui est lié à la fumée du tabac, mais voilà, on fumerait autre chose, ça serait pareil, et qui va venir se fixer sur les globules rouges à la place de l'oxygène, et donc diminuer la bonne oxygénation dans le sang. Et donc, du coup, en soufflant dedans, on va mesurer, donc c'est des particules par million, et je leur mets j'ai le petit tableau récapitulatif où on voit non-fumeurs, fumeurs moyens et gros fumeurs. Et donc, voilà, je leur montre où ils se situent, eux. En tout cas, aujourd'hui, avec ce qu'ils ont fumé aujourd'hui et tenant compte de la dernière cigarette et de l'horaire de la dernière cigarette. Voilà. Quand on s'en sert pour... hier, j'ai fait souffler quelqu'un qui avait réduit considérablement le tabac, mais qui était exactement au même taux, voire même un peu au-dessus. Il faut savoir relativiser aussi, c'est-à-dire que ça peut être un outil motivationnel, mais là, le score n'était pas bon alors qu'il avait réduit considérablement sa consommation, mais il venait juste de fumer. Donc voilà, il faut aussi leur expliquer et relativiser le résultat. C'est intéressant chez des patients, par exemple, qui fumaient 40 cigarettes, qui sont, je vois en prison, et qui sont à 5 maintenant avec les substituts, 5 cigarettes. On voit vraiment là la différence. Il faut vraiment qu'il y ait une baisse de plus de la moitié pour qu'il y ait une bonne différence dans l'inhalation, pour qu'il y ait un peu de bénéfice à la réduction des risques s'il en est. Et voilà, donc c'est toujours à expliquer et à contextualiser, en tout cas, ce résultat que vous avez. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Tout à fait, merci. Une nouvelle question de Pauline Sobaco qui demande si la marque et ou le type de tabac, si c'est tubé ou non par exemple, intensifie ou pas le taux de nicotine. Alors non, c'est ce qu'on appelle l'autotitration. Le patient qui va fumer par exemple 20 cigarettes par jour et puis qui vous dit oh ben non mais depuis 6 mois je suis à 10 cigarillos, il prend probablement autant de nicotine, surtout que le cigarillos de toute façon est plus toxique, mais en fait on est dépendant d'une dose. Chaque fumeur est dépendant d'une certaine dose de nicotine et s'il fume moins de cigarettes, souvent il va inhaler plus pour avoir la dose dont il a besoin. C'est pourquoi la réduction est parfois compliquée à travailler parce qu'il n'y a pas toujours un bénéfice à réduire. Alors c'est intéressant si c'est sur le chemin vers l'arrêt, effectivement, ou alors il faut réduire vraiment très très considérablement. Il y a des patients qui n'arriveront jamais à arrêter de fumer malheureusement. Mais par exemple, un patient qui est à 40 cigarettes, qui est passé à 4, on peut considérer qu'il y a un bénéfice. Peu importe ce qu'on fume, on pourrait fumer du gazon, on pourrait fumer du papier ou du tabac. La fumée, elle est toxique, surtout la fumée du tabac d'ailleurs avec tout ce qui est ajouté. Avec ou sans filtre, peu importe, d'ailleurs il est question d'arrêter les filtres complètement, de les interdire, parce qu'il n'y a pas de bénéfice à fumer avec ou sans filtre. On sait que les cigarettes roulées, voire les tubées, il y a une combustion de moins bonne qualité, donc elles sont quand même plus toxiques, même si elles sont plus petites. Mais en tout cas, la nicotine, souvent le patient, il prend la dose dont il a besoin. Ça répond pas à votre question suffisamment? C'est la même chose pour les tabacs chauffés d'ailleurs. On peut avoir le sentiment de réduire les risques quand on prend ces nouveaux tabacs avec les sticks. Je crois qu'il y a un webinaire là-dessus sur les nouveaux. Mais voilà, peu importe ce qu'on fume, quoi qu'on mette dans ses poumons d'ailleurs, c'est pas bon. Céline qui pose la question, on dit une cigarette tubée égale 2 cigarettes industrielles. Est-ce vrai? Oui et non, c'est vrai, quand elles sont tubées, la combustion est quand même moins bonne. Mais on dit souvent que les roulés valent entre 2 et 6 cigarettes industrielles. Mais la toxicité
c'est la façon de fumer du patient qui va amener la toxicité, et une industrielle ou une roulée, finalement, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, quoi. On ne peut pas dire aux patients, ah, vous fumez des roulés, passez aux industriels, c'est mieux. Non, c'est pas vrai. Donc, voilà, il ne faut plus fumer, il ne faut plus qu'ils mettent de fumée dans ses poumons, peu importe la façon. La cigarette électronique, elle est considérée comme un substitut nicotinique ou pas? C'est un débat intéressant. C'est la question piège. Certains pays, un petit peu en France, il me semble qu'on en a parlé aussi, voire même de pouvoir le prescrire. Ça serait, voilà. Il y a un webinaire et je crois que c'est le docteur Pfeffer qui va le faire, donc vous allez voir, ça va être passionnant, je vous invite vraiment à l'écouter. Il a plein d'anecdotes, d'infos, enfin bref. Et la vape, bon, maintenant on a 15 ans de recul quand même sur la vape. Donc c'est quand même un outil intéressant. Chez les patients c'est pas un produit qu'on va utiliser en première intention, mais chez les patients qui souhaitent ne plus fumer en vapotant, voilà, on ne peut pas leur dire oh non, surtout pas, ne prenez pas la vape. C'est leur choix en tout cas, et il faut vraiment les accompagner. Et parfois, même chez ceux qui utilisent la vape, alors tout dépend s'ils utilisent de la nicotine ou des sels de nicotine, qui sont intéressants aussi, les sels de nicotine, chez un patient dépendant à la nicotine et pas chez un jeune qui va commencer avec la puff, parce que ça irrite moins et du coup on arrive mieux à inhaler et on a une meilleure disponibilité de la nicotine. Voilà, le patient, et je peux même lui proposer par exemple, vous vapotez, mais il en a marre d'aspirer trop souvent, parce qu'il faut aspirer beaucoup avec la vape. On peut proposer aussi un substitut par patch ou un substitut oral, enfin voilà, peu importe, du moment qu'il a sa nicotine et qu'il ne fume plus, qu'il ne met plus de fumée dans ses poumons. Moi, je ne décourage pas un patient qui vapote d'utiliser la vape. C'est quand même un outil intéressant, et quand il est bien utilisé. Et, voilà. Puis en France, on a des bons vendeurs qui expliquent plutôt bien. Quand on va dans une boutique dédiée, le vendeur explique bien. Ils sont plutôt bons dans les dosages de nicotine qu'ils proposent. Et pourtant, ils ne font pas de Fagerstrom. Voilà, bon, ça c'est... Le plus important, c'est que le patient ne fume plus. Madame Ballot, c'est quoi la différence entre nicotine et sel de nicotine? Alors, en général, dans les vapoteuses, on va retrouver de la nicotine. Mais plus on va monter en dosage de nicotine, plus ça va provoquer ce qu'on appelle le throat-it, c'est-à-dire ça chatouille un petit peu dans la gorge, comme ça, quand on inhale. Et les sels de nicotine, ça a été inventé, ça ressemble plus quand même à l'alcaloïde qu'est la nicotine, et c'est un autre pH, enfin voilà. Et du coup, quand le patient va inhaler, ça ne va pas trop chatouiller, et il va pouvoir augmenter son dosage, passer à du 16 mg par exemple, sans problème, alors que normalement ça chatouille quand même pas mal. Donc chez des patients il y a une absorption un petit peu plus rapide, donc ça marche bien, mais ça marche bien pour des patients qui sont déjà dépendants fortement à la nicotine. Si vous donnez par exemple les puffs, qui vont être interdites, il y en a sans nicotine, mais il y en a avec des sels de nicotine. Et on s'est rendu compte, surtout aux États-Unis où ça a vraiment bien fonctionné, les jeunes étaient extrêmement dépendants et très rapidement aux puffs, quoi. Donc, à la Juul à l'époque, c'était la Juul, la petite. Il y a un reportage très intéressant sur, je ne sais pas si j'ai le droit de faire de la pub, sur Netflix, ça s'appelle Big Vap, où on voit justement comment est née la vapoteuse avec les sels de nicotine. Voilà, et qui va être interdite aujourd'hui en France, début 2024, la puff va être interdite. Mais bon, voilà, il y a un webinaire vraiment intéressant à regarder là-dessus avec le docteur Pfeffer. J'avais une question pour revenir sur la cigarette tubée ou roulée. C'est surtout par rapport à la substitution et au patch par équivalence. Est-ce qu'on différencie 20 cigarettes manufacturées et 20 cigarettes roulées quand on patch? Non.
Non, parce que c'est vraiment la titration du patient, c'est-à-dire que si le patient prendra de toute façon la même dose de nicotine qui fume des roulés ou des industriels ou des manufacturés. Donc, on ne sait pas au départ quelle est la quantité de nicotine qu'utilise le patient quand il fume. Donc, ça reste un peu empirique comme ça. On dit 20 cigarettes, 20 mg à peu près. Mais voilà, il faut vraiment adapter parce que, je vous le dis, qui fume une manufacturée ou une roulée, il va prendre la dose de nicotine dont il a besoin. Et s'il prend 3 mg, bah, il prendra 3 mg, quel que soit, ou alors il fumera 2 manufacturés parce que il ressentira peut-être pas assez d'effet s'il a l'habitude de fumer des roulés. Parfois, on a l'impression qu'on réduit le risque en changeant le tabac qu'on fume, mais on prend la même dose de nicotine. Les patients qui fument des roulés, peut-être fument plus et sont plus, encore que non, parce que on peut pas déterminer comme ça ce que prend le patient. C'est juste en fonction du nombre de cigarettes, voilà, entre 1 et 3 mg par cigarette. S'il inhale. Vous ne pouvez pas mettre, pour reprendre votre exemple, s'il fume 20 roulés, vous ne pouvez pas dire je vais passer à 40 de nicotine. Alors que s'il fume 20 manufacturés, je reste à 20 avec mon patch. On ne peut pas doubler comme ça juste sur le nombre de cigarettes. Je ne suis pas sûre que ce soit clair. Oui, c'est bien. C'est ça. C'est très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole et poser une question à Isabelle? Si vous avez envie d'aller plus loin, il existe des formations, mais il existe aussi un DIU sur Nancy, Reims et Strasbourg. Je crois que je ne sais plus, ça doit être 6 ou 8 jours de formation dans l'année. Et puis ça permet vraiment de balayer très large, d'avoir plein d'infos intéressantes. Il existe également l'association des infirmiers tabacologues, l'AFIT, Association française des infirmiers tabacologues et addictologues, AFIT et A, qui demande une petite cotisation à l'année. Mais vous pouvez quand même participer à la journée annuelle qui en général est sur Paris ou Reims, qui vient d'avoir lieu. Pareil, on se retrouve entre infirmiers et prescripteurs, on n'est pas obligé d'être tabacologue avec le DU, quoi. Voilà, il y a plein de façons comme ça d'augmenter les échanges et les connaissances. Vous pouvez répéter l'association, ça a bugué, on ne vous a pas entendu. Alors, regardez voir, je vais vous la montrer. Je vous l'ai mis le petit, regardez, hop là, ça c'est un petit livret super bien. Et vous avez en bas à droite AFIT et A, Association française des infirmiers tabacologues et addictologues, qui a contribué à la réalisation de ce petit livret avec le RESPAD, lieu de santé sans tabac, où vous avez comment on repère, comment on intervient, les substituts, toutes les infos en fait, beaucoup d'infos qu'on a vues aujourd'hui. Voilà, c'est un petit livret qui est sympa à lire et vous pouvez le commander gratuitement sur le site du RESPAD. En plus, avec toutes les manifestations là, du mois sans tabac, vous pouvez même en trouver, on en donne aussi sur des stands, enfin voilà. Vous en retrouvez ailleurs. J'ai mis le lien de l'association dans la conversation, pour ceux qui veulent. On clique dessus, mais j'arrive pas à ouvrir, moi. Ça me fait page blanche. Il y a le congrès également de la Société francophone de tabacologie qui a lieu fin novembre, là. Ah, oui. 3e semaine de novembre, à Paris, sur 2 jours. C'est aussi très intéressant.
Vous pourrez m'envoyer les infos à ce sujet pour que je le relaye sur nos réseaux et sur notre site? Oui. Bien. Eh bien, si plus personne n'a de questions à poser à Isabelle, je vous propose qu'on la remercie pour cette intervention qui était très claire et très intéressante. Merci beaucoup. Eh ben, merci à vous et n'hésitez pas à me contacter si besoin est. Voilà, on pourra vous transmettre mon mail. Voilà, donc n'hésitez pas à me demander ses coordonnées. Je vais aussi vous transmettre le PowerPoint. Je n'hésiterai pas. Je vous ai Et déjà non, fait le mail, Céline. lancez-vous surtout, n'hésitez pas. Je vous invite à nous suivre pour savoir les prochains webinaires en vue. Hein. Donc le prochain, il y en aura un sur la cigarette électronique, comme je l'ai indiqué dans la conversation, le 24 novembre. On a aussi un webinaire sur le tabac et les troubles psychiatriques le 6 novembre, tabac et précarité le 9 novembre et tabac et périnatalité le 16 novembre. Donc au plaisir de vous y voir. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je les transmettrai à Isabelle avec plaisir. Ou si vous avez l'intention ou besoin d'aide pour mettre en place une action Moi sans tabac, dans ce cas-là, c'est moi qu'il faut contacter et je vous répondrai aussi avec plaisir. Merci pour votre attention et votre intérêt. Je vous souhaite une bonne journée et je vous indiquerai lorsque ce webinaire sera disponible en replay sur notre site. Bonne journée à tous Au revoir. et à bientôt. Au revoir. Bonne journée, merci. Au revoir.